Bonjour à tous, bienvenue sur News Deal, c'est politique. C'est la grosse actualité de ces dernières 48 heures au Bénin. Refondation, mutation, renaissance. Et oui, c'est cette terminologie qui résume la série d'événements vécus ce samedi au Palais des Congrès de Cotonou. On ne parlera plus UDBN. Désormais, Renaissance nationale, le parti que préside l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, renaît de ses cendres et s'inscrit en bonne place sur l'échiquier politique national. Celle qui marque son retour sur la scène politique devra s'entourer de compétences, d'expériences, de savoir-faire vécus, prouvés de jeunes leaders, à l'image de celui que nous recevons pour vous ce dimanche, Dr Mohamed Awale Akintola. Bonjour. Bienvenue donc sur cette émission. Le congrès extraordinaire vous a consacré, chargé de mission et responsable du pôle communicant du parti Renaissance nationale. Tout de suite, on suit le compte-rendu de la cérémonie d'hier et puis on revient en plateau. Du Palais des Congrès de Cotonou, ce samedi 16 décembre 2023. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, opte pour une mutation de nom et devient Renaissance nationale. Le congrès extraordinaire, organisé par les responsables du parti, au-delà de rendre publiques les réformes internes, consacre le retour de l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio à la présidence du parti. Je voudrais que vous applaudissiez pour l'UDBN. Je ne sais pas si dans l'histoire politique du Bénin, il s'est trouvé un parti politique qui a mis 3 mois pour se remobiliser après un mariage malheureux où il nous a été servi sur un plateau d'or brillant un parfait marché de dupes. Mais nous avons tenu le pari. Merci d'applaudir pour vous. Madame la Présidente, les sages du parti me chargent de vous transmettre leur bénédiction. Nous vous souhaitons plein succès et beaucoup de réussite aux activités politiques de notre parti. Ne jamais accepter de mourir, renaître pour conquérir. Telles des incantations, ces propos constituent désormais le leitmotiv de ce parti qui n'a souvent pas eu la chance d'obtenir des résultats satisfaisants à l'issue des différentes élections auxquelles il a participé jusqu'ici. Je vous exhorte à la force mentale et à la détermination. Oui, notre parcours est certes difficile par endroits, mais je peux vous dire que sur d'autres plans, nous sommes enviés. Ne tombons pas dans le piège du découragement en pensant que nous ne sommes pas considérés. Nous serons les Amazones qui protégeront vos arrières, les compagnons d'armes qui seront à vos côtés, les avant-gardistes qui vous ouvriront le chemin. Soyez-en rassurés. Invité d'honneur de ce congrès extraordinaire, l'ancien président du Parlement africain invite à un militantisme solidaire et idéologique, toutes choses qui permettront au parti d'affronter les défis du moment. Le militantisme réel, c'est celui qui s'affirme à toutes les heures. Même à minuit, on t'appelle, lève-toi, tu te lèves. Parce que militer, militare, qui vient du grec, veut dire militaire. Et le militaire exécute. Voilà ce qu'on attend des militants. Vous devez dire que votre parti est le meilleur parti du Bénin. Votre parti est le parti qui gagne. Et à ce titre, j'ai fait des efforts. Eh bien, nous avons suivi le compte rendu de l'activité d'hier. Axel Emanabalo, bonjour. Bonjour, déjà là. Bonjour, Dr Akintola. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau pour partager ces moments avec nous. Alors, tout de suite, je vais vous faire ma toute première question. Pourquoi cette mutation de nom, monsieur Dr Akintola? Cette mutation parce qu'il fallait que le parti fasse un bilan. D'abord, de 2016 à 2019, où nous avons commencé à amorcer les réformes du système partisan au Bénin. Puis ensuite, de 2019 à 2023. 2019, nous avons connu les élections législatives, puis en 2020, les élections communales et municipales, puis en 2023, les élections législatives à nouveau. Au grand regret, le parti n'a pas pu lever des sièges ni dans les conseils communaux, ni à l'Assemblée nationale pour plusieurs raisons. Mutation parce qu'il fallait aussi faire un bilan au sortir de ce divorce-là
avec le parti Bloc républicain. Mutation enfin parce que les militants, les responsables, les cadres du parti n'entendent pas laisser cet héritage-là mourir. Je vais reprendre la métaphore de la présidente, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, dans son discours lorsqu'elle dit que l'aigle, à un moment donné de son existence, lorsque ses plumes deviennent vieilles et n'arrivent plus à le porter suffisamment haut, il se retire dans un rocher, seul, s'isole, afin de se départir de ces plumes-là. Il arrache ces plumes-là, se brise les becs ainsi que les ongles, les griffes, pardon. C'est un processus douloureux. Nous sommes passés par là. C'est un processus sanglant. Mais il le faut pour que de nouvelles griffes puissent pousser, un nouveau bec et surtout de nouvelles plumes plus vigoureuses, aptes à le porter plus haut dans le firmament. Le parti aspirant donc à ne pas mourir, mais à compétir et conquérir sur le terrain politique, a pris cette décision-là après le congrès ordinaire qui s'est tenu pour le diagnostic bilan de notre participation aux élections législatives de 2023. Nous en sommes arrivés à la décision qu'il est temps donc de réformer le parti à plusieurs niveaux, mais en premier lieu à revoir la dénomination du parti, l'emblème du parti, pour mieux s'adapter aux besoins de notre électorat et du peuple béninois. Désormais, donc, nous avons Renaissance nationale qui ressemble à Rassemblement national en France. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a des parallèles possibles? Est-ce que nous avons désormais des lupénistes au Bénin? Merci pour la question, ça fait sourire parce que je m'y attendais. Non, RN comme Rassemblement national, oui. RN parce que là-bas nous avons Le Pen et puis ici nous avons Claudine Afiavi-Prudencio. Mais RN du Bénin, ce n'est pas comme RN de la France. Nous ne sommes pas des lepénistes et je vais vous faire la différence. Certes, notre idéologie se rapproche l'une de l'autre. L'idéologie du parti, c'est le nationalisme. Mais la déclinaison de nous, notre nationalisme, est bien différente de celle. Parce que, vous savez, le nationalisme au niveau des lepénistes, c'est nous avec une certaine exclusion des autres. C'est ça. Nous ne sommes pas du tout dans cette posture-là. Notre nationalisme à nous est fédérateur. Fédérateur de toutes ces petites entités. Parce qu'il faut le reconnaître, le Bénin, aussi petit qu'il soit, est un rassemblement de plusieurs groupes sociaux ethniques qui parfois sont très différents les uns des autres. Nous voulons une certaine fédération de ces petits groupes sociaux ethniques-là. Donc notre nationalisme va à ce niveau. Nationalisme est également au niveau économique. Notre parti veut mettre en avant le consommation local. Le consommation local au niveau de notre culture, au niveau de nos productions locales, mais surtout le consommation local au niveau de nos compétences intellectuelles. Je donne un exemple comme ça à tout va. Le fait de nommer un expatrié à la tête d'une institution, on aurait préféré, par exemple, et c'est la posture du parti, on aurait préféré, par exemple, choisir ou alors fouiller au maximum dans les compétences locales que nous avons, et c'est ça notre vision du nationalisme. Et peut-être qu'on n'en trouvera pas sans critiquer la procédure, bien sûr, mais bon, c'est la déclinaison du mot nationalisme à notre niveau. Vous voyez que cela ne cadre pas avec le nationalisme lepéniste, et il faut le préciser. Merci d'avoir tendu la perche. Merci beaucoup, docteur. Aujourd'hui, UDBN n'existe plus. On parlera désormais donc de la Renaissance nationale. C'est de ça qu'il s'agit. Les militants et militantes, à quoi doivent-ils s'attendre aujourd'hui? Merci, Monsieur Abalo. D'abord, nous parlons de Renaissance nationale, pas la Renaissance nationale. Je tiens à faire cette petite clarification. Les militants étaient au Palais des Congrès hier. Nous avons reçu plus de 1300 militants venus de toutes les contrées, de toutes les communes du Bénin. Ils ont pu goûter aux nouvelles réformes, à la source des nouvelles réformes du parti. Les militants, donc si je dois me résumer, doivent s'attendre désormais à ce que l'envergure nationale du parti soit désormais une réalité. Parce que le parti, pendant longtemps, il faut le reconnaître en toute humilité, qu'il a toujours été catégorisé. Il a toujours été perçu par certains de nos compatriotes comme le parti d'une région
comme le parti d'une commune ou comme le parti d'un département ou d'un groupe socio-ethnique donné. On parlait de l'UDBN que dans Godomé, Calavi ou dans l'Atlantique au maximum, non. Et désormais, qu'ils tiennent pour acquis que l'envergure nationale du parti sera visible dans la pratique, puisqu'il y aura une tournée de remobilisation et de redynamisation des cellules à la base du parti. Au lendemain de ce congrès-là, nous nous y apprêtons déjà, où nous allons sillonner tous les arrondissements, les 546 arrondissements de notre pays pour aller à la rencontre de nos militants à la base. Ça a été très heureux hier que les gens aient quitté les contrées les plus lointaines, Malanville, Karimama, Wassapé-Onko, Kopargo, pour être présents à notre congrès. Cela prouve que le parti existe toujours dans leur cœur. Nous allons donc nous appuyer sur cela, mais également l'offre pour la jeunesse. Je l'ai dit, M. Agnamboussou, lorsque vous m'aviez reçu ici par rapport à ma démission de mon ancien parti, qu'en tant que jeune, avec l'énergie dont je bénéficie du Créateur et également les compétences et les expériences qu'il m'a données, je me dois d'aimer les défis. Ce parti est aujourd'hui un parti de défis. Défis à l'interne pour tous les militants et les responsables pour dire nous avons à faire et nous devons produire des résultats. Défis également pour le parti dans son ensemble, dans l'arène politique, puisque nous n'avons pas d'élus communaux ou de parlementaires, mais que nous sommes à la veille des élections générales de 2026, il nous faut donc travailler pour pouvoir lever des sièges dans les communes, au Parlement, à l'hémicycle en 2026. Donc il y a un grand défi à relever et nous invitons à cela tous les jeunes, toutes les femmes, toutes les personnes âgées qui aiment les défis, qui aiment participer à quelque chose qui donnera des résultats où ils pourront dire oui, j'y étais, oui, j'ai participé à ce que cela se concrétise. Donc il y a ce challenge-là qui est ouvert à nos militants. Il y a également le sens de l'écoute que le parti entend offrir davantage, j'insiste sur le davantage, à ses militants. C'est votre parti, c'est votre chose. Est-ce que dans ce temps, ça a manqué ce sens d'écoute-là et ça a peut-être expliqué les nombreux départs auxquels on a assisté de ce parti, de l'ancienne UDBN? En effet, parce que nous avons dû faire un bilan au congrès ordinaire et le congrès extraordinaire est une extension de ce congrès ordinaire-là afin qu'on puisse élargir les échanges, la discussion aux autres membres qui n'ont pas pu être dûment mandatés pour le congrès ordinaire, aux militants à la base. Certes, il faut reconnaître que dans notre bilan, il nous est revenu que le parti, à un moment donné, n'était pas vraiment à l'écoute et qu'il n'était pas très fédérateur. Bon, c'est une réalité de tous les partis politiques, hein, ça justifie les départs, mais nous le prenons désormais très au sérieux pour dire que nos militants sont au cœur de la décision. Ils ont leur mot à dire et nous sommes là pour les écouter et plusieurs canaux sont désormais à leur disposition pour s'exprimer. Et comment ça va se passer, cette manière de reconquérir donc ces militants? D'abord, la remobilisation dont j'ai parlé, axer beaucoup plus, parce que nous sommes aujourd'hui en train de prôner la réforme du système partisan dont le cœur est d'axer toute action politique sur une certaine idéologie. Il va falloir mieux expliquer à nos militants et au peuple béninois ce que nous mettons dans notre national. C'est tout un projet de société. La déclinaison de cela permettra à ce que chaque Béninoise et Béninois se retrouve pris en compte dedans. Nous ferons cela à travers cette tournée de mobilisation. Nous allons également faire la veille communicationnelle parce que la clé du combat politique et de la réussite du combat politique dans une démocratie, c'est d'abord la communication. Communiquer autour, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, expliquer suffisamment pour que les gens comprennent ce que nous sommes en train d'apporter de nouveau, ce que nous sommes en train d'apporter de différent, la valeur ajoutée ou la valeur différentielle que nous créons. Au-delà de ça, j'ai parlé de l'écoute tout à l'heure, parce qu'il faut il ne faudrait pas que ce soit uniquement de l'information, il faut qu'il y ait de la communication, donc de l'interaction entre nous et les militants. À la base, les canaux digitaux aujourd'hui, nous les avons redynamisés, ils sont ouverts. Les chaînes WhatsApp, la chaîne YouTube du parti, les militants peuvent déjà nous joindre à partir de là. Il y a la mise en conformité réelle de tous nos sièges départementaux pour que ce soit la maison du militant et la maison du Béninois. C'est un grand chantier qui s'ouvre devant vous là, mais la question fondamentale qu'on se fait, c'est
Comment vous réussissez aujourd'hui à faire revenir la présidente alors qu'entre-temps, elle était désormais présidente d'honneur du parti. Présidente d'honneur, justement. Aujourd'hui, elle redevient encore présidente donc, de RN. Et s'entoure de jeunes comme vous. Voilà. En effet, le Congrès a décidé que la destinée du parti soit reconfiée à la présidente Afiavi Claudine Prudencio, après avoir évalué la période où elle n'y était pas. Nous avons donc compris que il y avait eu fausse route. Vous voyez, il y avait eu fausse route. Et heureusement qu'aujourd'hui, elle a encore un peu plus de temps à nous consacrer après son départ de la tête de l'Institut national de la femme. Donc, son expertise... Est-ce que ça a peut-être justifié qu'elle soit partie de l'INF? Parce que désormais, les gens pensent que son départ de l'INF était plutôt mu par le désir de reconquérir l'espace politique. Non, ça se comprend, mais son départ de la tête de l'INF n'était pas en lien, ou n'est pas en lien direct avec la nouvelle vision du parti. Était-elle toujours à l'INF que la décision de faire ce que nous avons fait aurait quand même été prise, que les stratégies auraient quand même été décidées. Vous voyez, c'est un événement qui est heureux pour nous, et là je parle en tant que membre du parti, en tant que responsable du parti, c'est heureux pour nous, parce que nous avons encore besoin du leadership de cette dame-là. C'est une dame qui continue d'occuper de très hautes fonctions à la nationale et à l'international. Elle a de l'expérience à revendre dans ce milieu-là. Ce serait quand même une grosse erreur de ne pas en profiter suffisamment. Et donc, nous avons voulu qu'elle revienne pour qu'on puisse tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne, pour qu'on puisse profiter de son expérience, de son savoir-faire dans ce milieu-là, pour qu'elle continue à ouvrir les portes de l'acquisition de ce qu'il faut de nécessaire pour mener ce combat-là. Désormais, donc, nous avons Renaissance nationale. En effet. Est-ce à dire qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a d'autres formalités encore à accomplir, ou alors les tests sont prévus de telles mutations? La réforme du système partisan ou le code électoral prévoit qu'un parti peut, lors d'un congrès, choisir de changer de dénomination, d'emblème et tout ça. Donc le congrès ordinaire ayant consacré cela, nous avons enclenché aussitôt au lendemain du congrès ordinaire les procédures en République du Bénin pour pouvoir avoir un récépissé provisoire qui est sorti mi-novembre. Puis nous avons fait la publication au journal officiel et le 1er décembre nous avons eu le récépissé définitif du parti Renaissance nationale. Donc cela est déjà acté, la formalité est déjà consommée. Hier c'était beaucoup plus informatif pour le grand public. La formalité de publicité. Exactement. En fait, bon, appelez-les ainsi, nous ne sommes pas un milieu commercial, mais bon, c'est... Docteur Akintola, on a remarqué également que les membres du bureau a connu... Enfin, il y a eu également de mutations au niveau donc, des membres du bureau exécutif. Oui, en effet. Nous avons opéré ces changements-là afin d'avoir une meilleure représentativité. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue la question du national. Il faudrait désormais que tout le monde puisse se sentir dedans. Donc, c'était le premier objectif. Le deuxième est que les compétences qu'il faut doivent être à la place qu'il faut pour que la synergie de l'action puisse produire le résultat que nous escomptons. Donc, dans le bureau, vous avez beaucoup d'intellectuels, beaucoup de cadres et des actifs également dans leur circonscription électorale. Et aussi et surtout, vous avez eu des jeunes, des femmes, des personnes âgées, sages et expérimentées pour conduire la barque. Donc c'était le souci qui a mené à cette nouvelle configuration que vous avez là, et les postes ont également été pensés en fonction des profils de chacun. Hier, à ce congrès extraordinaire, étaient présents des représentants de partis politiques amis ou de l'autre camp, puisque le RN appartient toujours à la mouvance présidentielle, c'est bien cela? Oui, je réaffirme que Renaissance nationale est toujours de la mouvance présidentielle. Une mouvance plurielle? Bien sûr, mais un parti éclairé dans une mouvance plurielle. On va suivre, si vous permettez, rapidement quelques propos des responsables de partis qui étaient envoyés hier et qui ont assisté à ce congrès extraordinaire. Marqué par la volonté des acteurs politiques d'œuvrer pour une avancée apaisée vers les élections générales de 2026, vous tenez un congrès extraordinaire pour annoncer, amorcer certainement un nouveau départ en vue des enjeux nouveaux. Vous faites bien
et vous faites bon. Et quand je lis « renaître pour conquérir », ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire que vous avez reçu des coups, vous tombez, vous riez, mais vous vous relevez toujours. Vous vous relevez toujours et il n'y a rien de plus inspirant que ça. Il n'y a rien de plus inspirant que de rester fidèle à ses valeurs, que de rester fidèle à son idéologie et de se battre pour ça. On a besoin d'être convaincu de nos valeurs pour batailler sur le terrain. Renaître pour conquérir. Il suppose un désir d'alternance et de compétition, toute chose qui revitalise la démocratie. Mais cela ne peut se réaliser dans un contexte politico-juridique favorable où le jeu est ouvert et égalitaire. C'est pour tout cela que notre parti, les démocrates, est né, a travaillé et a pris son ancrage dans l'opposition. Nous pensons que le Bénin doit se reconstruire avec tous ses enfants, sans exclusif, dans les contrées les plus éloignées, afin que tous les compatriotes de notre pays se sentent concernés par l'édification d'une nation solide, où chacun de nous, dans sa diversité, apporte sa contribution au rayonnement de notre pays. À vous, militantes et militants du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, je vous souhaite, au nom du directoire et les militants du Parti Mouvement Populaire de Libération MPN, bonne réflexion et que votre congrès extraordinaire de ce jour sorte des recommandations que je l'indiquais tantôt. Eh bien, donc, c'était les représentants des partis politiques présents hier au cours de ce congrès extraordinaire. Qu'est-ce que vous avez retenu en gros de leurs différents messages? D'abord, nous avons retenu que le Bénin demeure un et indivisible. Un indivisible, pas seulement sur le plan géographique, mais également en matière de construction d'une nation prospère pour tous. Les différentes délégations des autres partis politiques qui étaient là ont délivré des messages très intéressants, très significatifs et très poignants. D'abord, leur présence à nos côtés témoigne déjà de cette fraternité-là. Et il faut le reconnaître, nous sommes d'un camp ou de l'autre, tous dans la même arène. Il est donc normal que chacun puisse tirer peut-être un peu le drap de son côté. Et nous avons offert cette tribune-là parce qu'il le faut. C'est cela qui montre également l'inclusion de notre idéologie. Un parterre pour que tout le monde puisse s'exprimer, que le jeu soit équitable et que, comment on appelle, la compétition soit belle. Donc, on ne peut que les remercier. Malgré cette ouverture dont vous faites cas, il y a eu quand même des absences. Oui, en effet, il y a le président du Parti Les Démocrates qui aurait voulu être là lui-même, qui malheureusement n'était pas sur le territoire national. Il l'a fait signifier directement à la présidente. Le parti FCBE qui malheureusement n'était pas représenté, nous n'avons pas eu de retour à l'invitation que nous avons adressée au parti. Puis il y a également je crois que c'est le seul parti qui n'était pas... Il y a aussi le Bloc républicain. Oui, le Bloc républicain qui ne s'est pas également fait représenter, mais bon, ils n'ont pas donné également ils n'ont pas eu la courtoisie de donner les raisons pour lesquelles ils seraient absents. Donc, de toutes les manières, il faut que je martèle que j'ai personnellement suivi les courriers qui ont été déposés pour inviter tous les partis politiques au même titre avec les accusés de réception. Dans les discours, docteur Akintola, cette portion de phrase ou groupe de mots revient régulièrement. Renaître pour conquérir. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Renaître pour conquérir. Renaître parce que nous avons changé de parure. Renaître parce que nous avons choisi de faire les choses autrement. Parure parlant de logo. Le logo. Mais le maïs est resté. Oui, le maïs est resté parce qu'il nous est cher. Il nous est cher. C'est le maïs nourricier. C'est la première culture de consommation dans notre pays. Quel meilleur emblème pour porter, comme on appelle, la vision, l'idéologie du parti. Il nous est cher et nous le gardons. Qui n'en mange pas d'ailleurs. Donc, renaître parce que le logo a changé, parce que l'emblème a changé, parce qu'il y a de nouvelles têtes, parce qu'il y a une reconfiguration des acteurs. Renaître
parce que il nous faut choisir ce chemin-là afin de réussir le pari de la reconquête du terrain. Nous avons parlé de conquérir parce que c'est ça l'enjeu du political game, du jeu politique. C'est ça l'enjeu. Vous voulez d'abord conquérir vos militants à la base? Oui, les rassurer, les mettre à l'aise et conquérir le cœur de ceux qui ne sont pas encore avec nous, ceux qui ne se retrouvent pas au niveau des autres formations politiques, ceux qui sont indécis et qui sont muets, ne participent pas au jeu politique pour qu'ils sachent qu'ils sont aussi considérés et que leur voix importe dans une démocratie. Alors, à partir de maintenant, donc, quels sont les chantiers prioritaires de la Renaissance nationale? Les chantiers prioritaires, c'est ce que je suis déjà en train de faire et pour lequel vous me donnez l'opportunité ce matin, c'est d'aller à l'encontre des populations pour leur expliquer, leur réexpliquer qui nous sommes réellement. Revenir sur les non-dits, éclaircir le flou qui faisait qu'ils n'arrivaient pas à nous suivre, tracer cette ligne de conduite-là et surtout le faire adopter par tous nos militants à la base, nos sympathisants, nos adhérents. C'est ça le chantier prioritaire. À moyen ou long terme, ce sera la pré-campagne et la campagne pour les élections générales de 2026. Puis ensuite, au lendemain des élections générales de 2026, à long terme, on saura apprécier ensemble le résultat, ça a donné et prendre les décisions idoines. RN a changé de stratégie. On va parler un peu du discours de la présidente quand quelque part, à l'entame donc de ces mots, elle disait « Jamais, je dis bien, je la cite, hein, jamais, je dis bien, au grand jamais, notre parti ne saurait être le vassal de qui que ce soit, ni le turifère d'encensement d'idéologie contraire à nos idéaux. » Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Merci de revenir sur ce pan du discours de la présidente. Vous savez, il faut à des moments donnés, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou même dans votre militantisme politique, il faut savoir assumer des responsabilités. Lorsque vous ne vous sentez plus apprécié, respecté, quelque part, quand le respect a déserté la table ou le buffet, il faut savoir prendre ses responsabilités et dire je ne suis quand même pas aussi bas que ça. Qui ne respecte pas? Non, je replace ça dans le contexte en fait. Je replace ça dans le contexte pour dire que, rappelez-vous, et le vice-président l'a dit et redit plusieurs fois sur les plateaux de télévision, que nous sortons d'un divorce avec le bloc républicain où le parti estime que les engagements qui ont été pris dans le contrat de mariage n'ont pas été respectés et malgré les multiples relances d'une des parties, cela a quand même été ignoré. Un peu comme si, ne calculez pas ce qui se dit là. Vous voyez, donc la décision responsable a été prise de sortir de ce mariage-là et accepter... Avec tout ce que ça a suscité en sortant comme commentaire aussi. Oui, et bon, c'est ce que j'aime dans la démocratie. Je ne pourrais pas vivre dans un état dictatorial parce qu'il faut aimer la contradiction. Il faut permettre aux gens de vomir ce qu'ils ont à l'intérieur. Il faut aimer d'ailleurs ceux qui ne vous aiment pas, qui ont surtout le courage de vous le dire, parce que cela ouvre déjà le chemin à un certain dialogue. Donc c'est normal que les gens commentent. Moi j'adore les commentaires, dans tous les sens d'ailleurs. Donc il faut accepter que lorsqu'on a été échaudé de cette manière-là, que cela transparaisse quand même dans vos prises de parole. Et qu'on crée désormais l'eau froide. Exactement. Donc c'est ce qui justifie en fait cette portion de propos-là dans le discours de la présidente. Portion de discours toujours. Allez-y. Alors, Dr Akintola, c'est vrai, on a vu hier un bureau exécutif d'une trentaine de membres. Vous êtes positionné, vous êtes chef de mission, chef pôle communicant. L'ancien président UDBN devient vice-président. Qu'est-ce qui a valu ces recadrages-là? Qu'est-ce qui a expliqué ces recadrages? En fait, pour le poste du maître du bâtonnier Dikui, en fait, le bâtonnier Dikui était président délégué. Il était président délégué. Vous savez, la présidente Claudine Afiavi-Prudencio a quitté la tête du parti et la destinée du parti a été confiée au professeur Deschapus. Tout à fait. Vous voyez, oui, c'est vrai. Donc, c'est après la discorde et puis le départ, ou alors le retour de l'UDBN à la maison, que le président délégué
qui était vice-président, a été nommé président délégué. C'est donc pour cette raison qu'il a porté le titre de président délégué jusqu'au congrès ordinaire. Exactement. Et donc, il redevient vice-président. La présidente Claudine a fait reprend les rênes. Je ne suis pas le seul à avoir pris de responsabilités nouvelles dans le bureau. Et bon, c'est l'occasion peut-être de remercier toutes ces personnes-là qui croient en une certaine capacité. Ma petite personne a apporté un plus. Et ils m'ont trouvé utile dans le domaine de la communication. Nous avons donc mis sur pied un pôle de communicants pour le parti, lié toujours ça, comme vous l'avez, à la réponse que j'ai donnée à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, quels sont les grands chantiers, quelles sont les priorités. J'ai beaucoup parlé de l'information et de la communication. Donc désormais, nous avons un organe au sein du parti que nous avons appelé le pôle des communicants, qui va décliner tout ce qui est stratégie de communication du parti, qui va décliner tout ce qui est élément de langage à tenir en on et en off pour le parti, et qui va pouvoir identifier les compétences nécessaires qui sont censées parler au nom du parti dans tel ou tel contexte. Et ma petite personne a eu l'honneur de porter cette charge-là. C'est le moment de remercier tous les militants à la base et les responsables du parti. Oui, l'enjeu, c'est vraiment préparer vos militants, les reconquérir, les remobiliser ensuite, mais vous avez à faire face également à ceux de la mouvance qui, tout à l'heure, vous le décriviez, n'aiment pas, c'est pas ce parti politique-là, ou auraient souhaité que ce parti politique fasse ce qu'on appelait refonte à leur niveau. Qu'est-ce que vous avez à faire à partir de maintenant? Quelles sont les relations que vous pourrez entretenir avec ces partis politiques-là, aussi bien de la mouvance que de l'opposition? Vous voyez, vous avez parlé des commentaires tout à l'heure, j'ai dit que je les aime beaucoup parce que lorsque quelqu'un vous dit il vaut mieux aller fusionner avec tel et qu'on ne vous dit pas qui est là, cela veut donc dire que vous avez de la valeur. Vous voyez, n'aviez-vous pas de la valeur qu'on ne voudrait pas que vous fusionniez avec un autre parti? Ça veut dire que vous avez quelque chose à apporter, que vous avez une certaine utilité pour eux. Cela nous conforte déjà dans la posture de nous sommes quelque chose. Nous sommes utiles à quelque chose, nous avons quelque chose à apporter. Est-ce qu'il y a, comment on appelle, une certaine guéguerre entre nous et les autres partis de la mouvance présidentielle? Cela se résume à la même adversité qu'il y a avec tous les autres partis politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition. Nous sommes tous en train de courtiser la même femme. Et chacun va jouer des pieds et des mains pour séduire le mieux cette femme-là. Vous voyez, si cela va demander, ça demande certainement quelques coups de poing, et là au sens figuré bien sûr, et bien nous sommes en posture. Vous voyez, et eux également sont prêts pour cela. Donc c'est normal, c'est normal. Je me rappelle d'un aîné politique qui me dit le jeu politique a ses règles, et si tu n'es pas prêt à jouer, à suivre ces règles-là, bien sort de l'arène. C'est le préalable. Donc cette adversité... Savoir recevoir des coups, savoir en donner aussi. Exactement. Savoir esquiver aux besoins. Merci beaucoup RN pour l'imagerie. RN aujourd'hui est prête à recevoir donc des coups, vous dites? Bien sûr, nous en avons beaucoup reçu. Nous sommes prêts maintenant à riposter et de la bonne manière, avec éthique. Merci. Je vous en prie. Eman. Oui, c'est bien, j'ai bien aimé cette phrase, à riposter mais avec éthique. Ouais. Est-ce qu'en politique, il y a de l'éthique? Bien sûr qu'il y a de l'éthique. La politique devrait être d'abord le milieu de l'éthique. Est-ce que tous ceux qui sont en politique sont-ils éthiques? Je dirais non. Parce que c'est aussi un milieu d'intérêt. Et lorsqu'il y a des intérêts en jeu, la morale commence à raser le mur chez certains. Mais cela aussi est une affaire d'éducation à la base, mais aussi de patriotisme et d'amour pour notre peuple. Eh bien, moi, je suis en politique, je demeure dans cette arène-là, et je me rends compte que le combat journalier que je fais pour ne pas perdre l'éthique et la morale est plus grand que celui d'un chef religieux. Parce qu'il n'a pas d'adversité, il n'a pas de tentation suffisante qui pourrait le dérailler du chemin de l'éthique. Donc c'est là où une valeur est à même d'être plus facilement perdue. C'est surtout là qu'il faut le plus la rechercher. Que serait la politique sans éthique? Ce serait un foutoir, ce serait la jungle. Que serait la politique sans éthique, sans vertu, sans valeur? Ça, c'est l'idéal que nous voulons. Et là, maintenant, je vous
donne le droit de catégoriser chacun en fonction de il est éthique, il ne l'est pas, il est machin. Chacun peut se faire son idée. Mais c'est d'abord un effort sur soi-même. Moi, je le fais au jour le jour et je suis au sein d'un groupe aujourd'hui où nous mettons ça au cœur de notre action. Est-ce que c'est respectueux de nos vertus? Est-ce que c'est respectueux de l'être humain? Est-ce que c'est respectueux de notre nation, de notre patrie? Docteur Akintola, rapidement, les dernières minutes, un peu à l'actualité politique nationale, on ne va quand même pas recevoir un chef pôle communicant, sans parler un peu du budget de l'Assemblée nationale, de la posture de la mouvance de l'opposition. Qu'est-ce que vous en avez dit au cours du congrès ou peut-être au cours des activités du congrès extraordinaire? Ce n'était pas inscrit dans l'ordre du jour du congrès. Cependant, dans les discussions lors des panels de communication qui ont porté sur le financement des partis politiques, et nous sommes allés même à un élan de patriotisme hier qui a voulu que les militants spontanément cotisent. Je donne l'exemple de la cotisation pour le parti. Ça a été très intéressant hier et beaucoup ont pris l'engagement formel de payer leurs cotisations parce que ça demeure un grand défi pour tous les partis politiques sous l'eau tropique. Donc, au détour de ces communications-là, il y a un panel de communication sur ce qu'il faut retenir de l'essentiel de la charte des partis politiques et du code électoral, puisqu'il faut informer le militant pour qu'il sache quel est son rôle à jouer dans la République. Nous avons également parlé, vous en faites le bilan, bien sûr, et à ce niveau, certains échanges ont porté sur ce vote-là et sur la position des partis politiques. Je vais donc me permettre d'afficher l'avis du parti. Nous sommes de la majorité présidentielle parce que nous estimons que les actions qui y sont menées par le gouvernement, par l'exécutif, concourent au bien-être du peuple et c'est la meilleure offre qui est actuellement. Alors nous accompagnons ce mouvement-là et c'est ce que nous partageons avec nos militants et sur nos canaux. La posture de certains partis politiques à l'Assemblée nationale, elle demeure quand même un peu incohérente et bizarre parce que d'abord il faut reconnaître que dans le rang du seul parti de l'opposition qui est présent à l'Assemblée nationale, tous les députés n'ont pas voté à l'unanimité. Cela doit faire un tic parce qu'on a l'impression que depuis que ce parti est à l'Assemblée nationale, c'est toujours une affaire de mot d'ordre. Oui, un mot d'ordre à la dernière minute la plupart du temps et il faut s'opposer pour s'opposer. Est-ce que ça ne rejoint pas un peu cette éthique-là qui devrait gouverner tout acte politique qu'on pose? Tout à l'heure vous parlez de l'éthique, mais là, est-ce qu'il y a de l'éthique? Mais là, ce n'est pas une question ponctuelle. Ce n'est pas il faut forcément que ce soit une question ponctuelle avant que ça ne dérive sur l'éthique. Non, je m'explique. Oui, lorsqu'on parle d'éthique, il faudrait pouvoir dire il n'a pas fait preuve d'éthique dans telle situation. Vous voyez un peu? C'est plus compréhensible. On ne peut pas parler d'éthique dans le vote du budget. Et là, et si vous ramenez la question à l'éthique, c'est là que ça fait bizarre. Il y a de l'incohérence parce que ces mêmes députés-là qui sont inscrits dans les commissions à l'Assemblée nationale ont voté, comment on appelle, pour ce budget-là, ont donné leur accord. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Et c'est en plénière. En fait, je considère ça, et puis il faut reconnaître quand même la force d'action de la cellule communication. En fait, le vote non des 27 députés a juste été une action de communication. Vous voyez? Ça sert sur le terrain. Ils ont été contre, ils sont de l'opposition. Mais écoutez, ils savent que même s'ils votaient tous non, le budget passait. Ils ont été d'accord pour ce budget-là. Donc c'était juste une formalité. C'était une formalité juste pour être en pertinence avec la communication du parti. Et suivez très bien les explications, et c'est là que je parle d'éthique. Suivez les explications du vice-président Ahossi, qui lui a voté oui. Il dit ne pas se sentir à l'aise en commission de dire oui, vous comprenez? Et que rien n'a changé entre cela et le vote à la plénière et qu'il vienne dire non. Vous voyez un peu? C'est lui qui a surtout fait preuve d'éthique. Mais les autres, malheureusement, n'ont pas su faire montre de cela au vote. Écoutez, le reversement des agents, nous avons tout le temps crié. Les AME. Les aspirants au métier de... Nous avons tous crié
que leurs conditions n'étaient pas bonnes et qu'il fallait l'arranger. Vous voyez un peu? Celui qui a le perchoir et qui a le droit de dire voilà comment je compte dérouler ma vision, mes actions, dit ok, bon, en fonction de nos réalités, nous allons en recruter tel nombre. Lorsque vous voulez plus, vous ne crachez pas sur cette main-là. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que... Lorsque vous voulez, vous ne crachez pas sur cette main-là. Eh bien, moi, ce que j'aurais fait, c'est que je prends d'abord les 3000 et je tends en même temps la main. C'est ça. C'est ça la négociation. Et le Parlement, l'hémicycle, c'est le lieu par excellence de ces négociations-là, de ce consensus-là autour des questions d'intérêt national. Au temps du régime précédent, le reversement des agents vacataires ne s'est pas fait en un seul coup. Vous voyez, il faut que cela ait un peu de logique avec les ressources que nous avons. Il ne faudrait pas gripper le système à un moment donné. Vous voyez, donc nous continuons de dire que c'est insuffisant. Au nombre de ses collègues aspirants, c'est insuffisant, c'est insignifiant, mais c'est déjà un début. Et nous encourageons celui qui a le droit ou le devoir, excusez-moi, de le faire, de faire plus que ça et très vite. Parce que sur le terrain, les AME souffrent. Et ils sont des contributeurs à l'assiette nationale, ce sont des Béninois et il faut penser à leur cas. Et c'est une bataille que RN va aussi porter. Si je le dis, c'est le cas. C'est le cas. Il faut très vite penser à leur cas parce que leur situation est délétère. C'est pas dit. Est-ce qu'au cours des communications, vous avez parlé également de la cherté de la vie? Ah aussi, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous sortez 10 000 francs. C'est comme si vous sortiez 1000 francs avant-hier. Le volet social également. Le social, oui. Vous en avez fait cas? En effet. Déjà, même dans le discours de la présidente et puis dans les différentes allocutions, on en a parlé. Et vous verrez même dans comment on appelle, la déclinaison des thématiques du congrès sur les visuels, c'est bien la prospérité partagée, et ainsi de suite. Oui, il le faut. En fait, il y a certes des contraintes exogènes qui ne dépendent pas du pouvoir d'action de l'exécutif. Nous pouvons comprendre cela, puisque l'inflation et tout ça, elle est globale. Elle est globale. Le Bénin en souffre, le Togo en souffre, comme on appelle, la Turquie en souffre, la France en souffre, c'est comme ça. C'est une réalité. Mais nous encourageons le gouvernement à faire plus. Bon, on nous a dit que le budget est à 42% social. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'était pas le cas? L'année passée, l'année surpassée. Ouais. C'est une avancée. C'est une avancée, mais nous aurions souhaité plus. Et pour cela, il nous revient à tous. Ça va être également le champ de bataille de Renaissance nationale. Ça l'est déjà. Nous en avons parlé hier et nous militerons au sein de la mouvance présidentielle avec le lobbying que nous avons, avec notre voix là où elle est portée, puisque nous n'avons pas encore la chance d'être dans les conseils communaux ou à l'Assemblée nationale. Nous ferons feu de tout bois pour que cette voix-là soit entendue. Et c'est pourquoi je parlais donc d'être de la mouvance présidentielle, mais d'être d'une mouvance présidentielle éclairée. Une dernière question rapidement sur vous-même, Dr Akintola. Allez-y. Qu'est-ce qui, au fond, vous a décidé à embarquer, à aller à l'UDBN et puis à Renaissance nationale, voilà. Oui. Bon, à Renaissance nationale, je dirais, mais bon. Bon, de l'UDBN... Il n'y a pas de souci, l'appellation est portée. Je l'ai déjà dit, vous l'avez peut-être perdu de vue. Je vais faire la logique comme ceci. Lorsque vous m'avez reçu, je vous ai dit qu'à la FCBE, je n'avais pas de problème de personne. Tout à fait. D'accord? Je ne me sentais juste plus à l'aise avec les stratégies de conquête ou de reconquête du terrain. Vous n'avez pas eu les coups des franches pour faire le travail? Il n'y a pas que les coups des franches qui n'y étaient pas totalement, mais vous savez, au sein d'un parti politique, il y a toujours plusieurs lobbies. Il y a plusieurs manières de voir. Voyez? Et quand les lignes ne bougent pas, la léthargie est mortelle. Ça ne m'a pas plu et je ne me sentais plus. Et je le dis. Vous n'avez pas peut-être tenté de faire bouger également les lignes? Bien sûr que oui, et de plusieurs manières. J'en ai parlé sur les plateaux. Plusieurs projets développés, déposés. Bien sûr, j'ai fait plein d'efforts. Et puis, en fait, j'ai fait la question pour que vous puissiez nous dire aujourd'hui quelles sont les garanties que vous avez du côté de l'honorable. La première garantie, c'est ce congrès extraordinaire-là qui a eu lieu. C'est ça d'abord la première garantie. La première garantie, c'est le premier pas qui a été posé pour dire nous sommes d'accord de reconnaître que ça ne va pas. Et nous nous engageons, illico presto, à changer les pièces du système qui grippent le système pour que ça puisse aller de façon beaucoup plus fluide. C'est ça la première garantie et c'est déjà une très grande garantie pour moi. Voyez? Parce que je suis
encore jeune, il faut que j'apprenne. Mais il faut également que le peu que je capitalise, je puisse avoir l'espace nécessaire pour réinvestir cela. Je ne sais pas si vous suivez un peu ce que j'ai dit. L'autre chose, comme le dit un de mes professeurs, j'aime les problèmes parce que j'ai les solutions. Et quand je ne les ai pas, j'aime aller les trouver. Donc il faut qu'il y ait un défi à relever pour les jeunes. Je ne peux quand même pas être là, tranquille, à ne rien faire et apporter un titre. Il faut que je travaille, il faut qu'on me voie à l'œuvre, il faut qu'on m'évalue, il faut qu'on me critique. Il faut qu'on me dise, là, oui, c'est bon. Là, ça a donné tel résultat. Et c'est la garantie que j'ai actuellement. Vous savez, là, il y a une chose qui m'a beaucoup plu. Oui. C'est la résilience de ce parti-là. Oui. C'est la résilience de ce parti-là. Au choc exogène, au choc endogène. C'est très intéressant. À tous les chocs possibles. C'est plaisant. Lorsque vous découvrez sur votre chemin une bonne jeune fille qui a de ce genre de comportement-là, eh bien, arrangez-vous pour l'avoir dans votre écurie. Parce que vous êtes sûr que vous aurez de la fidélité sur le long terme. Vous êtes sûr que quand ça va tanguer, elle va tenir bon. Vous pouvez maîtriser. C'est ça. Et elle va tenir bon. C'est ça. Est-ce que vous avez senti chez les militants hier qui étaient venus nombreux? J'avoue, j'étais là-bas. Il y en a qui étaient debout, qui sont restés debout tout le temps qu'a duré la cérémonie. Est-ce que vous avez senti un nouvel envol chez ces militants-là? Lorsque nous avons... ça dit cette manière de redonner vie. Voilà. Vous en parlez, j'ai la chair de poule en fait. Hier, j'étais en train de faire les allers-retours dans l'organisation. J'en voyais qui étaient debout, qui sont venus de loin, qui ont bravé les intempéries de la route. Ils sont arrivés à l'aube, qui n'avaient pas de siège à un moment donné, parce qu'on a été submergés. Et avec l'équipe d'organisation, disait, excusez-nous, non, faites votre travail, continuez seulement. Ils étaient, vous voyez ça, c'est ça le vrai militantisme. C'est ça même la garantie du fait que la bonne décision a été prise et que nous aurons suffisamment de soldats et d'Amazon pour nous accompagner. Soldats Amazon pour vous accompagner, mais également une équipe soudée, pas de crocs en jambes, pas de... non, vous avez les crocs en jambes, c'est pas de pot de banane qu'on glisse pour faire tomber l'autre, pour montrer qu'il est... De petits faux jeux. Moi, j'ai peur quand il n'y en a pas sur le terrain politique, j'ai peur, parce que le jour où vous dégringolez, elle est très grave, vous ne pouvez pas vous relever. Ah, ben, les pots de banane doivent être glissés, les crocs en jambes doivent venir. Ah oui, il faut que ça permet de vous tenir debout. Exactement, et de rebondir. Il le faut. Alors, on fait la question à la fin de l'UDBN à RN. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Dites-nous, Dr Akintola. De l'UDBN à RN, retenez que le parti demeure fidèle à son idéologie, qu'est le nationalisme. Très bien. Le parti demeure de la mouvance présidentielle et se donne le devoir d'éclairer cette mouvance présidentielle-là et ses acteurs dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt d'une prospérité qui doit être partagée par tous, et elle ne manquera pas de faire tous les efforts nécessaires pour faire tanguer la balance vers cela. De l'UDBN à RN, nous nous engageons à mettre davantage le militant, la militante au cœur de la décision qui va entraîner le parti. De l'UDBN à RN, nous disons que nous sommes prêts à conquérir le terrain, à lever des sièges d'ici quelques mois dans les conseils communaux et à l'Assemblée nationale pour être encore plus fort, avoir une voix encore plus autorisée pour défendre les intérêts des Béninoises et des Béninois. Au-delà des mots, des actions, il faut des actions fortes aussi. La première action a été posée hier. Oui. J'ai pris sur ce plateau l'engagement des actions à venir. Wait and see. Wait and see. Merci beaucoup, Axel Eman. Je vous laisse conclure. C'est moi qui vous remercie, Eman Parfait Aliamboussou. Merci donc au docteur Mohamed Akintola qui a accepté à partager ces moments avec nous au lendemain donc de votre congrès. L'UDBN désormais disparaît et cède sa place à Renaissance nationale, c'est de ça qu'il s'agit. En effet. Mais le parti reste toujours fidèle à son idéologie, voilà ce qu'on peut retenir de vos propos. Le parti est également toujours de la mouvance présidentielle, mais avec beaucoup plus d'éclaircissement dans ses actes qu'il aura donc à poser. Merci à chacun, merci à tous. Merci Dr Akintola. Merci, monsieur. C'est un honneur que vous nous faites suivre à la télévision. Merci.